cette séance. Bonjour et soyez la bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui une conférence, une leçon très importante qui acquiert une importance primordiale et croissante dans la scène de la philosophie du droit. L'intitulé de cette conférence est la modernité juridique. Donc, il est saillant très important dans le cadre de notre étude de la modernité juridique de s'atteler à l'explication de plusieurs questions thématiques extrêmement importantes. Plusieurs juristes de renommée internationale ont traité la question de la modernité juridique ou le droit et la modernité. On parlera spécialement, notamment du professeur Bruno Petit ou le professeur Dupuy. Plusieurs de ces professeurs ont traité plusieurs problématiques extrêmement importantes afférentes à la question de la modernité. Vous savez que la modernité est un courant de pensée qui est apparu en Europe dès le XVe siècle avec l'avènement de la révolution industrielle jusqu'à le XXe siècle. Et il y a eu l'échec de cette conception, de cette philosophie, la modernité. Il y a eu des critiques émergentes qui ont vu le jour vers les années 80 et que plusieurs théoriciens et philosophes la dénomment la postmodernité. En appliquant cette philosophie en matière de droit ou en sciences humaines de manière générale, c'est-à-dire la sociologie ou les sciences religieuses ou les sciences politiques, en droit, on trouvera plusieurs problématiques. Notamment, on remarque qu'il y a des tendances contraires qui apparaissent dans les sociétés occidentales. Aussi, il y a des questions qui ont connu un débat vif concernant l'homme, concernant la problématique de la vérité, concernant la problématique de l'existence, concernant les problématiques du sens, en évoquant la question de l'interprétation. Et essentiellement, l'axe de la réflexion, c'est l'homme ou l'homme dans un contexte social, c'est-à-dire la société ou l'État. Donc, on remarque qu'il y a dans les sociétés occidentales des tendances contradictoires. On remarque qu'il y a un droit ou un sens de droit strict. On remarque aussi qu'il y a un certain relativisme vis-à-vis des notions de droit. Vu que ce droit et les normes qui reflètent le droit, ces normes n'ont pas encore été révélées. Il dit qu'il y a un vif débat et plusieurs notions du droit ont été relativisées. Donc, il y a les notions des préceptes qui sont très claires, notoires, et que quelques juristes ont appelé le droit strict, et les notions ambiguës ou des notions floues, le concept flou en droit, c'est-à-dire la relativisation de ce concept de droit. Aussi, on remarque les problématiques liées à la question du droit étatique et le droit pluraliste, c'est-à-dire qu'on trouve dans une société
où il y a une diversité culturelle, un pluralisme culturel. Parfois, on trouve plusieurs systèmes juridiques comme les bijuridismes dans les sociétés occidentales, ou parfois on trouve les droits des minorités religieuses, notamment les trois religions monothéistes. Donc, il y a des règles de droit ou un droit étatique et des droits pluralistes. On trouve aussi qu'il y a des droits et l'émiettement de ces règles de droit. On trouvera d'autre part des droits unifiés. Parfois, on trouve dans le cadre du pluralisme, diversité de règles de droit, du système de droit, un certain émiettement du système de droit, du système juridique, des règles de droit, et parfois, on assiste à un droit totalement unifié. De surcroît, on remarque qu'il y a des incertitudes qui se trouvent, qu'on affronte, qui se sont révélées en parlant du droit et de la modernité. Il y a des incertitudes sur le sens et l'évolution des systèmes, c'est-à-dire des questions liées à l'interprétation, à la vérité, à des questions d'ordre philosophique, ontologique. Donc, il y a des incertitudes cognitives, philosophiques, idéologiques, que ce soit qu'elles relèvent du droit divin ou du droit naturel ou du droit positif, c'est-à-dire le positivisme juridique. On remarque aussi qu'il y a des incertitudes. On trouve autour du contenu de la règle du droit, c'est-à-dire une incertitude autour du contenu des règles. Il y a d'autres problématiques connexes à la modernité en sciences juridiques qui surgissent d'un jour à l'autre et qui affirment la primauté des résultats matériels en droit, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'analyse économique du droit, et c'est-à-dire le droit et l'économie. La problématique générale, c'est le droit et l'économie, c'est-à-dire ce qui concerne l'économie, le sens matériel, l'interprétation de la règle de droit du point de vue économique, la question matérielle, les richesses, l'argent, c'est-à-dire l'État et son existence dans la société, sa suprématie, sa prééminence, l'État, et par rapport au statut formel de l'individu. C'est-à-dire il y a une superpuissance qui détient la force dans la société, c'est l'État affronté ou conçu vis-à-vis d'un individu faible dont le statut est totalement formel. La seule chose qu'il détient, c'est un droit de propriété. Il y a aussi la question du droit, les questions matérielles, économiques, la question de l'argent, la question des droits de l'homme et aussi la question de l'art, le droit et l'art, c'est-à-dire la capacité de l'être humain, de l'individu, individu ou citoyen, son épanouissement dans la société, sa jouissance des droits fondamentaux et aussi sa capacité de créer en parlant de l'art et de sa créativité, les œuvres intellectuelles, les romans, la pensée, la philosophie, toutes ces questions afférentes à l'art de créer, l'épanouissement et les capacités intrinsèques de l'individu. Toutes ces capacités, on les conçoit dans un sens, mais dans un deuxième niveau, dans un autre sens, on parlera de l'aliénation de l'individu dans les sociétés occidentales. Cette question a été abondamment débattue dans la pensée libérale, aussi dans la pensée marxiste. Par Marx, la question de l'aliénation de l'individu, des ouvriers, du citoyen, par rapport à l'environnement
et dans la société où il existe. Il y a plusieurs critiques qui ont été infligées au concept de droit dans la société occidentale, et notamment abordées par la philosophie de la modernité, ou la philosophie moderniste, ou la modernité juridique. Pour répondre à plusieurs critiques infligées par la pensée moderniste, on remarquera qu'il y a une tentation de trouver ces réponses dans le droit naturel. Où on trouve parfois des retours au droit naturel, à l'état ou des droits qui ont régné dans la loi de la nature. C'est ce que plusieurs juristes ont traité en parlant du juste naturalisme et modernité. La question du droit naturel, droit de la nature, droit, modernité et moralité. Ce sont les angoisses des fins et les critiques, les apories adressées à la pensée juridique en essayant de puiser le fondement de ces solutions infligées au droit dans le droit naturel. Aussi, on remarque qu'il y a une interférence entre plusieurs systèmes normatifs, dont la principale source normative est l'État. L'État comme source normative. Donc, plusieurs questions ont été débattues dans le cadre de la problématique droit et de modernité, comme l'avait fait le professeur Bruno Opetit ou le professeur Dupuy ou le penseur juif Jürgen Habermas. Donc, la modernité impose l'explication de la postmodernité, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et être moderne ou moderniste, c'est avoir les caractéristiques de la modernité. C'est pour cela qu'on admet que la modernité, ou la modernité juridique, oblige la constatation d'une réalité nouvelle. Donc la diversité est l'une des réalités. La diversité culturelle, la diversité de modes de vie, les croyances religieuses, croyances de manière générale, les valeurs, la diversité dans les sociétés. Aussi, on remarque que le positivisme juridique s'impose aussi à l'homme désormais conscient de l'hétéronomie du monde et désireux d'interpréter la réalité dans toute sa complexité et ses nuances. Le droit positif se caractérise par son particularisme et sa mutabilité, au contraire d'un droit naturel immuable aux prétentions universelles. Pour cela qu'on a dit, selon le professeur Bruno Petit, on cherche une tentation de trouver des solutions à la crise de la pensée juridique moderne dans le droit naturel, qui est toujours immuable et aux prétentions universelles. C'est un sens éternel qu'on trouve dans le droit naturel, c'est un sens obvi. C'est une philosophie qui est par essence liée à la sagesse, aussi liée à la raison, à la rationalité. Le positivisme juridique se veut être principalement une approche rationnelle, empirique et ouverte aux diversités du réel, la diversité dans le monde.
Le positivisme juridique aussi se fonde sur des méthodes scientifiques qui consistent à observer et comparer, et alors le vecteur permettant de sortir des préjugés qui habitent la conscience humaine, des méthodes scientifiques, empiriques, qui est fondée essentiellement sur la raison. On remarque qu'il y a un lien étroit entre le positivisme juridique et la modernité, ce processus de modernité. La modernité impose inéluctablement le positivisme, car il est basé, fondé sur la raison. La raison a aussi ses outils. On songe essentiellement et principalement au rationnel et l'irrationnel. Aussi la logique et la pensée critique. On pense aussi à l'hypothèse, aux hypothèses au pluriel qui font face à l'imaginaire, les croyances, les dogmes et témoins. Dans le cadre de la pensée moderne ou moderniste, en songeant à la raison et les outils de la raison, on expliquera, à contrario, l'obscurantisme contre le savoir. On pensera aussi à l'empirisme, aussi la question du doute, le doute rationnel. Parlant de la modernité du positivisme juridique, on doit inéluctablement s'atteler à l'explication de la causalité et du raisonnement scientifique. Donc, la question du traitement factuel, scientifique, empirique des faits sociaux, sous le prisme du positivisme juridique en ayant en relation avec la modernité, on remarque l'utilité sociale qui préfigure l'utilitarisme et le fonctionnalisme. Donc, il y a la question utilitarisme, utilitaire et le fonctionnalisme. Comme on a dit, le pionnier de l'idée ou du courant de l'utilitarisme, c'est Jeremy Bentham, le penseur anglais. Mais le positivisme juridique aussi, marqué par l'atrophie de la dimension explicative au bénéfice de la dimension descriptive. Donc, il y a une dimension explicative, une explication descriptive. Donc, on pourrait appréhender les phénomènes juridiques dans le cadre d'une démarche sociologique très bien conçue par le positivisme juridique. C'est une démarche née de la démystification et la banalisation de l'objet du droit, mais qui s'évertit à en critiquer les fondements. Donc, en parlant de la modernité juridique et de ce courant qui étudie le droit et la question de la modernité, on songera à quelques problématiques essentielles. On parlera d'un droit posé par une société qui n'est plus révélée, c'est-à-dire les règles de droit, comme on l'avait expliqué avant, précédemment, c'est-à-dire il y a des règles qui ne sont pas jusqu'à maintenant révélées à cause du scepticisme, de relativisation et l'absence ou le manque ou carence de notoriété. Aussi, on fera référence au juste positivisme, les acteurs, les témoins d'une réalité factuelle et effective. Le relativisme aussi des valeurs, des normes, des règles de droit,
Et aussi, dans le cadre de la modernité juridique, on songera à la question du droit, de la règle du droit, comme outil d'objectivisation des rapports sociaux. Et l'État nouvel, l'État moderne, est devenu source de normativité. Seulement, on songera au positivisme contre la règle divine ou les normes ayant un fondement métaphysique. Donc, une question importante concernant la philosophie du droit ou la modernité juridique, ou la question droit et modernité, nous mène à poser une distinction, à opérer une distinction extrêmement importante. Cette distinction disait qu'il faut parler de la philosophie du droit. On parlera de la philosophie du droit, c'est-à-dire on parlera de la paix, on parle de la politique pendant la guerre, c'est-à-dire les rapports pendant des relations en situation pacifique de paix ou les relations, les rapports pendant la guerre. Donc, ça fait partie de la philosophie du droit. La philosophie du droit concerne la philosophie du droit concerne essentiellement les rapports sociaux, c'est-à-dire le fondement du contrat social pendant la paix. Mais la philosophie politique concerne le pouvoir et concerne les rapports du pouvoir avec notre pouvoir, c'est-à-dire avec un autre État. Donc, il y a la question de la philosophie du droit qui nous préoccupe essentiellement dans ce thème, c'est-à-dire étudier le contrat social dans le cadre de la philosophie du droit, l'individu, le citoyen, la nature de ses droits, c'est-à-dire songer à l'éducation, la santé, son rapport avec l'État et les droits de l'homme, c'est-à-dire porter une très grande attention dans le cadre de la philosophie du droit et la modernité au discours, c'est-à-dire le discours de l'individu au sein de la société, qui est un discours narratif, qui s'effectue dans le cadre des rapports sociaux, dans le cadre de sa compréhension, de son appréhension du contrat social. Donc, c'est un discours fondé sur les droits de l'homme et sur ses devoirs et ses droits dans le cadre du contrat social. Mais par contre, le discours de l'État est un discours délibératif, un discours tranchant en vertu de la normativité. La normativité, c'est-à-dire la normativité de l'État, tout ce qui concerne la norme de l'État, c'est-à-dire politique. Et ceci fait partie de la philosophie politique et non la philosophie du droit. Donc, il y a une distinction. Il faut appréhender la question de la modernité dans le cadre de la philosophie du droit, c'est-à-dire la modernité juridique ou droit et modernité, ou les questions afférentes à la problématique ou aux problématiques posées dans le cadre de la philosophie du droit, c'est-à-dire étudier les conditions de la légitimité, le pouvoir et ensuite la légitimité du pouvoir, déterminer les limites dont pourrait jouir le pouvoir ou les autorités, le danger de son acquisition par la force, l'acquisition du pouvoir par la force ou la violence exercée par l'État sur les citoyens ou sur les voisins. Donc, ce sont les thèmes débattus dans le cadre de la philosophie politique. Mais le débat crucial et primordial de la philosophie du droit ou son objet, c'est le débat actuel sur les citoyens, les droits de l'homme, la question du contrat social, c'est-à-dire comment on pourrait concevoir ce contrat social, la justice distributive, commutative, la question de l'équité, la question de l'État et la question consécutive, c'est-à-dire la légalité et la légitimité.
dans le cadre du respect du contrat social et du principe de la justice et les règles de la justice, on s'engagera à expliquer inéluctablement les questions du politique, c'est-à-dire le pouvoir. Et dans un cadre juridique, c'est-à-dire le droit ou tout ce qui est légal, on songera à expliquer ou à opérer une distinction importante sur le plan pratique, sur le plan juridique. C'est-à-dire, si on parle de la politique, on parle du pouvoir. Si on parle du juridique, on parle de la justice. La justice est l'une des composantes essentielles, la justice de la philosophie du droit et non de la philosophie politique, vu que la philosophie politique soulève ou génère une question importante qui est l'État, le pouvoir, l'acquisition du pouvoir, l'exercice de la force, la paix, la guerre. Tout ça concerne le débat sur le politique. Mais le juridique s'articule essentiellement sur une problématique essentielle, capitale, très extrêmement importante, qui est la justice. Donc, une question importante au niveau de la philosophie du droit, sur le plan pratique et sur le plan théorique. On remarque, est-ce qu'il y a une complémentarité ou est-ce qu'il y a une dissociation entre l'aspect pratique et l'aspect théorique? Donc, on remarque là l'existence de deux courants qu'on pourrait formuler leur teneur et leur importance après l'explication de la philosophie, de la signification, vraie signification de la philosophie du droit et la philosophie politique. Donc, la philosophie politique concerne la dénonciation de l'ordre légal et sa rationalisation en tant qu'idéologie du pouvoir, c'est-à-dire être pour ou être contre le pouvoir, le régime juridique, le dénoncer ou le soutenir par la légitimisation de son existence et de son exercice du pouvoir, c'est-à-dire la concrétisation de la volonté des autorités par la force. C'est l'essence de la philosophie politique. On s'y tombe dans ce contexte la philosophie de Hobbes ou son modèle, comment il appréhende le contrat social, c'est-à-dire établir les propres certitudes du pouvoir, que ce soit conçu selon la philosophie de Hobbes ou la philosophie de Jean-Jacques Rousseau ou la philosophie de Jean Locke. Donc, toujours, on cherche la quête, on cherche ou on essaie d'établir ou la quête d'un fondement ou des rudiments, des assises rationnelles, rationalisées, de normes discutées, négociées, qui sont favorables à la genèse d'un ordre légal juste dont l'appréhension est achevée et identifiée à partir des idéaux d'un consensus universel et céleste. C'est très important de concevoir dans le cadre de la philosophie du droit cette quête de la légitimité d'une norme qui soit rationnelle dans un contrat social. Donc, la tendance de cette approche ou de cette attitude, c'est établir la légitimité des autorités en les soumettant aux conditions et exigences de la légalité et la teneur et la portée de sa conformité à la réglementation en vigueur. Très important donc de concevoir dans la philosophie politique comment on va restreindre ou comment on va limiter l'exercice des autorités ou le pouvoir des autorités. Mais l'essentiel est l'apanage de la philosophie du droit, et non la philosophie politique, qui signifie l'octroi d'une centralité
très importante des droits de l'homme, de l'individu dans la philosophie du droit, en commençant par la question, par le sujet très important qui est la justice, que plusieurs penseurs libéraux ou autres ont débattu en profondeur, et on a cité dans les cours la théorie de la justice chez John Rawls, ou dans la pensée musulmane, l'éminent savant Cheikh Mohammed Ben Achour, et comment il a traité la question de la justice sociale. La spécificité de cette thèse relative à la justice. Donc, cette philosophie a généré des certitudes afférentes à l'individu, aux citoyens et aux droits fondamentaux, en faisant référence à l'éthique, à la valeur, aux mœurs. De pouvoir, de manière générale, pouvoir étatique, les autorités ne peuvent pas acquérir sa légitimité qu'en fonction de son engagement en faveur de l'être humain. Donc, dans l'exercice démocratique du pouvoir et dans la philosophie du droit, le pouvoir étatique ou les autorités ne peuvent acquérir leur légitimité qu'en fonction de son engagement en faveur de l'être humain, c'est-à-dire l'individu ou le citoyen. C'est d'ici qu'on a établi la distinction de l'État gendarme et l'État-providence. L'État gendarme, c'est une dictature, c'est un despotisme, donc qui anéantit en substance l'apanage des droits humains, de l'être humain, mais au contraire, les droits créances, ce sont des droits où l'État offre plus de services à ses citoyens d'ordre social, économique ou culturel pour très bien comprendre et servir les citoyens et les droits de l'homme dans leur complémentarité et leur interdépendance. Donc, l'État doit se soumettre à la loi et à l'acte fondateur de l'État, qui est la Constitution. Et respecter le fonctionnement des institutions de l'État et des trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. C'est le concept de l'État de droit, le respect de ses limites, la conformité aux règles de droit et la conformité à l'acte fondateur de l'État, à la Constitution. Ça nous mène à parler de l'État de droit. C'est dans ce sens le droit acquiert une prééminence et une préséance par rapport aux politiques. Et le droit, c'est-à-dire par rapport aux politiques, tout en admettant la distinction entre la philosophie politique et la philosophie du droit. Donc, le politique devient apte à orienter les actes et à asseoir les fondements des droits de l'homme dans la société. Et le droit aussi délimite les limites, délimite le pouvoir de l'État. Il pose aussi les jalonnements et le cadre théorique de cet exercice politique des compétences de l'État, tout en déterminant rationnellement la possibilité d'un déraillement vers l'incertitude, vers l'incongruité, vers l'absurdité, la violence, l'oppression, la dictature et le despotisme, voire aussi parfois vers la colonisation, c'est-à-dire le colonialisme, l'acte colonial et l'héritage colonial réclamé quelquefois, comme on l'entend, de temps à autre par quelques puissances. Par ailleurs, la suprématie du droit et l'aliénation du texte dans le monde occidental est la mort du sacré. C'est-à-dire, il n'y a pas l'aliénation du texte, c'est-à-dire le texte est
texte sacré, le texte qui est le fondement pour pour formuler une règle de droit, et on remarque l'aliénation du texte dans le monde occidental, dans le monde oriental, ici aussi, est très clair, avec une très grande notoriété. Et on remarque la mort du sacré comme dans la philosophie occidentale et comme Nietzsche l'avait affirmé. On remarque aussi le rejet de la métaphysique, de la pensée métaphysique avec la modernité qui est apparue dans la société occidentale avec l'avènement de l'âge de la Renaissance. Donc, toutes ces approches concernant l'abandon, l'aliénation du texte dans les sociétés occidentales, la mort du sacré, le rejet de la métaphysique a généré une crise de l'éthique, parce que l'essentiel, le fondement de l'éthique se trouve dans la religion, dans les textes religieux, dans la religion elle-même. Donc, l'abandon du sacré, le rejet de la métaphysique, l'aliénation du texte, tous ont généré une crise de l'éthique et des mœurs. Et par conséquent, la faculté d'organisation rationnelle et démocratique de la société occidentale, un guidage, aussi un pilotage au sein des sociétés occidentales, des politiques, du pacte ou du pacte social, du contrat social. On remarque dans la conception de ce contrat social, le pacte social, dans le cadre des institutions occidentales, les institutions politiques modernes occidentales, on remarque qu'il y a un dysfonctionnement ou une crise. Cette crise ne sera fondée ou dénouée qu'en vertu de l'éthique, c'est-à-dire les mœurs ou de la morale, l'avait confirmé. Donc, c'est dans les sociétés démocratiques que le respect de la question d'éthique et de politique contre l'instrumentalisation des vertus, pour surmonter cette instrumentalisation, cette politisation des droits de l'homme ou du politique, il faut réintroduire un autre élément très important qui est l'éthique ou les mœurs. Vu qu'on remarque qu'il y a le déclin des mœurs, de la justice, les valeurs, de la diversité et le pluralisme, la conscience individuelle ou collective des groupes religieux ou communautaires. C'est-à-dire que l'éthique et les mœurs ont été conquis par le droit, devenu le seul cadre normatif dans nos sociétés modernes, en annonçant ou en supposant la fin du débat sur le divin ou le céleste ou le sacré. C'est-à-dire cette crise a mis fin au divin, au sacré, le céleste. L'affirmation, par contre, de la normativité du droit positif, c'est-à-dire le droit étatique. Toutefois, il est adéquat de dire les grandes problématiques persistent et prédominent dans un cadre conceptuel suscitant des discussions ou des discussions qui s'articulent autour du néo-réalisme dans le cadre des relations internationales, ou le réalisme ou le néo-réalisme, le fonctionnalisme, le structuralisme ou le positivisme juridique. Ou le chapitre global, la modernité juridique, qui est notre thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'oriente vers la concrétisation d'une certitude connexe à la modernisation, à la globalisation juridique, mondialisation
ou modernité juridique. Ou, selon quelques auteurs ou chroniqueurs ou quelques professeurs de droit, le juste naturalisme moderne, qui sollicite des fondements ou qui essaie de trouver un fondement des idéaux ou de l'idéalisme dans le droit naturel, où on trouve une coïncidence, une rencontre entre ce qui est moderne avec le droit naturel. Malgré qu'on remarque le déclin du droit naturel, un échec du droit naturel, parce que il y a on trouve l'anéantissement de la vertu de mœurs dans le droit naturel. Et en plus, il y a le déclin de l'individualisme dans le cadre du droit naturel, et le déclin de l'individualisme ou l'intérêt de l'individu par rapport à l'intérêt de la société. Donc, l'intérêt de la société prévaut, élimine le droit de l'individu. Pour cela, on remarque qu'il y a une élimination de la raison et il y a une très grande contradiction dans le cadre de la modernité dans le monde arabe. Des contradictions affreuses. Il y a une négligence de la raison dans le cadre de la modernité juridique ou la modernité comme courant de pensée dans la pensée dans les pays arabes. Donc, ces courants philosophiques rendent inéluctable et indispensable la quête d'un consensus autour des préceptes idéologiques, philosophiques, comme la justice qui a inspiré la philosophie grecque, Aristote ou Platon, ou Hegel, ou la philosophie musulmane, en plus des questions cognitives, philosophiques, idéologiques lancinantes et source d'aporie et de médiation, contemplation dans la pensée moderne, et en particulier la problématique de la modernité juridique en s'attelant à l'analyse des problématiques posées en plus de solutions et des réponses à apporter ou à concevoir à ces questions philosophiques épiques très importantes. Ces critiques modernes concernent la justice telle qu'elle est appréhendée par nos juges, c'est-à-dire dans le corps judiciaire ou le pouvoir judiciaire comme l'un des piliers des trois pouvoirs formant l'État, qui composent l'État. C'est pour cela que le philosophe Dworkin fait l'assimilation d'un juge par le héros Hercule. Donc son rôle, c'est comme le rôle du mythe de Hercule. Les droits de l'homme et les libertés publiques, l'État moderne et les critiques, les crises simultanément connues dans l'État moderne et notre appréhension de l'État moderne, c'est-à-dire l'État occidental, et la réglementation ou la norme, loi ou constitution. Donc, on remarque aussi qu'il y a d'autres critiques extrêmement importantes qui ont été infligées à la vérité. Ce sont des lectures, des interprétations philosophiques à la vérité, l'interprétation lui-même et les questions du sens, le temps, l'être, le bien, le mal, la vertu. Ce sont des questions philosophiques qui peuvent concourir à nous contribuer, à nous aider à comprendre l'homme, l'être humain dans plusieurs dimensions de son existence, du point de vue ontologique et du point de vue philosophique. Le droit aussi, les sciences juridiques, les questions de droit, le droit criminel, le droit de l'environnement, le droit de la santé, Covid, les questions des soins, des certitudes, le droit à la précaution, la rigueur, la vigilance, le risque, les droits de l'homme, le vécu, les défis
des droits de l'homme, les défis de la modernité, le futur, l'interprétation, c'est-à-dire le sens, la lecture politique, les textes juridiques, tout ça en droit, ces notions, tous ces concepts en droit signifient un jugement ou donne accès à un jugement politique via l'interaction et l'interdépendance entre le droit et la politique, comme un juge politique. La question de l'éthique et le droit, si on parle aussi du droit, on parle de tout ce qui est légal ou éthique, c'est-à-dire les mœurs, les jugements ou les jugements politiques. Aussi, on a la question très importante du point de vue social ou la sociologie, les contenus du contenu normatif du contrat social, les acteurs du contrat social, c'est-à-dire jeter un éclairage suffisant sur les fondements immuables, les fondements non négociés, les fondements négociés de ce contrat conçu par Rousseau ou par Locke ou par Hobbes ou par Montesquieu, qui constituera le contrat social initié et sera nécessairement débattu dans un cadre démocratique, libre, propice et adéquat. Dans les limites de la volonté de la société civile, ce consensus, ce dialogue, ce pourparlers doivent être conçus dans le cadre sociétal, une société civique, et en fonction des aspirations des élites modernistes, les élites qui ont conçu le concept de la notion de la modernité et post-modernité, et pour discuter la question de la philosophie moderne, la modernité et la post-modernité, ses acquis, ses perspectives et sa vision de la raison moderne, qui affirme de manière continue son agonie et son déclin. L'agonie de la métaphysique, le déclin du droit naturel ou de la société occidentale et les valeurs dans la société occidentale. C'est pour cela qu'on a parlé dès les années 80 et l'émergence de la philosophie postmoderniste, c'est-à-dire la critique de la modernité, à Paris dès le XVe siècle jusqu'à le XXe siècle, et plusieurs questions thématiques, philosophiques qui ont émergé, comme le colonialisme, la négation, non la reconnaissance de l'autre, le rejet de l'autre, les conflits, les drames, les guerres, les questions éthiques, l'aliénation, l'inégalité, la pauvreté. Pour cela, plusieurs penseurs comme Jürgen Habermas ou autres parlent d'un règlement des questions internationales, des inégalités. Aussi, on parle de liberté, privée des individus, où on parle de la citoyenneté, des droits des citoyens et non des individus, et les droits des citoyens conçus en vertu de notre appréhension des 4 générations des droits de l'homme, c'est-à-dire la première génération, qui consiste à parler des droits sociaux, des droits civiques et politiques, et deuxième génération de droits créants, c'est-à-dire des droits socio-économiques et culturels, la troisième génération de droits de solidarité, et la quatrième génération qui est des droits, qu'il s'agit des droits globaux, qu'on doit les reconnaître. On comprend la totalité, l'interdépendance, la prééminence, la complémentarité, l'indivisibilité de tous ces droits, c'est-à-dire les 4 générations. On essaye de appréhender d'une autre manière l'appréhension par quelques philosophes comme Habermas ou autres de l'être humain, des droits du citoyen européen ou autres citoyens, c'est-à-dire citoyens occidentaux. Et plusieurs philosophes ont parlé de quelques tentatives comme Lévi-Strauss, et la question de l'acculturation et la réduction culturelle inacceptable, c'est-à-dire la négation de l'autre et la non-reconnaissance de ses droits.
Donc, c'est dans le cadre de la modernité, de notre appréhension de la philosophie de la modernité juridique, ou droit et modernité, nous sommes en présence de quelques principes fondamentaux comme la globalisation, la mondialisation, ou droit et modernité juridique. On doit s'atteler à expliquer le juridique, le phénomène juridique, où on explique l'économique, on explique la règle du droit sous un prisme économique. Donc, l'aspect économique va nous aider à expliquer le droit, comme l'avaient fait plusieurs auteurs nord-américains ou autres penseurs, juristes français. Il y a un professeur Mackay qui est à Montréal, qui a publié un article concernant l'analyse économique du droit. Donc, la modernité juridique porte une attention particulière ou traite la question de l'effectivité. C'est-à-dire, il y a un très grand souci considéré, hautement considéré, amplement considéré par la modernité juridique concernant les soucis de l'efficacité économique et de l'effectivité. Comme dans le monde économique, la réduction des barrières tarifaires dans les relations internationales. Donc, en parlant du positivisme juridique, de la raison et des outils de la raison et de la considération des facteurs de l'a priori et des essais expérimentaux dans le cadre du positivisme juridique, on parlera de positivisme juridique et la modernité juridique. La modernité juridique et sa vocation à expliquer le phénomène juridique par référence aux facteurs économiques, on doit songer à la mondialisation, à la globalisation des échanges. On songera à l'Internet aussi. On doit songer essentiellement à l'Internet. Aussi, on doit songer aux lois du marché dans un contexte national ou international. On doit aussi poser les fondements, les jalonnements ou les jalons d'un droit commun pour l'humanité. C'est ce que plusieurs juristes ont conçu, ont fait l'appel à avoir plus de conscience et porter plus de soucis, porter plus d'attention à l'effectivité et à l'efficacité économique. C'est pour cela, plusieurs juristes et philosophes portent une attention à l'analyse économique du droit. Donc, l'histoire nous montre de prime abord, en jetant un simple regard, combien les droits sont considérés comme affaires de lieu et de temps. Pour ça, dans un contexte économique marqué par la globalisation, l'internationalisation, les règles du droit, les droits de l'homme, donc conçus dans leur globalité, leur interdépendance, indivisibilité dans un contexte économique, comme sont l'affaire des lieux et du temps, c'est-à-dire on doit considérer le lieu, l'endroit et le temps, dans quelle époque. Le devoir de rigueur et de vigilance épistémologique nous invite à penser le monde postmoderne rempli d'incertitudes, en orientant cet effort cognitif boulimique à fonder un savoir universel et une sagesse occidentale ou orientale très bien négociée et raisonnée. Il est adéquat de questionner le vécu dans ce monde en pleine mutation en stimulant la réflexion en suscitant un éveil de la pensée aussi
Le monde postmoderne rassemble ou unit la connaissance en un seul concept. Ces concepts sont les suivants: le politique, la philosophie ou le philosophique, l'économie, l'éthique, la religion, la culture et le social. Philosophiquement, et depuis les années 80 du dernier siècle, la postmodernité s'oppose à la modernité. Dès son apparition, elle s'oppose à la modernité. Celle-ci a exalté le sujet humain avec une raison capable de fonder un savoir certain et définitif. Il s'agit de la fin d'une vision linéaire du monde. Donc, la postmodernité a mis fin à une vision linéaire du monde. Et l'avènement de la postmodernité marque l'abandon de la vision linéaire de l'histoire pour une valorisation du présent conçu comme temps de contentement et unique horizon de l'homme. Ce qui est l'essentiel et l'apanage et le fondement normal et connu de la pensée libérale, où on remarque qu'il y a un très grand scepticisme autour des mœurs, des valeurs, du jugement, de la vertu. Donc, il y a cette crise de valeurs, de mœurs. Pour cela que la postmodernité a abandonné la vision linéaire de l'histoire pour une valorisation du présent. Donc, on a abandonné la vision linéaire de l'histoire. Pourquoi? Pour valoriser essentiellement le présent. Ce présent est conçu dans la pensée post-moderne comme le contentement unique horizon de l'homme, qui est le fondement et l'apanage de la pensée libérale, toujours en crise, en parlant de la vertu, des mœurs, de plusieurs valeurs démocratiques, de valeurs inhérentes à l'être humain, à son existence, à sa conception de l'autre humain, l'universalisme ou la question de la cohabitation, la démocratie et les rapports internationaux en particulier. La postmodernité, d'autre part, affirme la fin du nationalisme étroit, c'est-à-dire les minorités, les guerres, le triomphe du relativisme, le rejet de la figure d'autorité suprême, c'est-à-dire le despotisme, la fracture des liens sociaux, l'affadie de la vertu du courage et le corps humain qui est devenu un produit dans la conception de la philosophie postmoderne. On appréhende la certitude et l'incertitude non dans un cadre ontologique, philosophique, théologique, afin de saisir le devenir des sociétés actuelles pour les rendre conscients de leur vécu et de ses aléas et dérives. Donc, nous sommes très loin de la conception ontologique ou téléologique des droits de l'homme ou de concepts de valeurs dans la société, c'est-à-dire la fin des incertitudes et la quête des certitudes annonçant la volonté d'un monde qui veut se construire sur l'humain, seulement sur l'humain, l'humanisme, les considérations humanitaires, les mœurs, la valeur ou les vertus et sur l'éthique. Ce monde s'oriente vers la seule certitude pour les théologies, dans les sciences religieuses, pour ceux qui portent une attention particulière à la règle divine, à la règle de droit, à la métaphysique dans la pensée, selon la pensée occidentale, et la seule certitude qui est le besoin de Dieu. C'est la pensée téléologique religieuse que plusieurs philosophes très connus et réputés ont conçu la question du retour aux religieux, comme Hegel dans son livre sur Jésus. Mais les certitudes de l'homme et de son corollaire la raison, capable
sont capables de bâtir les conditions d'une marche civilisationnelle vers la paix, le bonheur, le bien de l'humanité. Le droit est tout d'abord une expression des valeurs civilisationnelles et un vecteur de la modernité. La modernité juridique, donc, s'est traduite dans le droit par un processus de rationalisation illustré par un double phénomène d'autonomisation et d'unification. On assiste historiquement, comme on peut le relever dans les plusieurs monographies ou de manuels de référence, que le droit traditionnel fait référence à la religion, au droit divin. Et depuis le XIe siècle, on remarque qu'il y a le Xe ou le XIe siècle, il y a la dissociation, la séparation de l'Église de l'État en Europe. Aussi, il y a eu, après les accords de Westphalie, une autre crise, une autre séparation entre la religion et l'État, ou les empires qui ont existé dès la signature des accords de Westphalie, avant ou après. On assiste traditionnellement, dans cette époque, en remontant aussi au XIe et Xe siècle, à la laïcisation de l'État, des valeurs de l'État. Ça, c'est la question ou la problématique essentielle illustrée dans le phénomène de l'autonomisation. On assiste, secondo, à un État moderne, c'est-à-dire l'unification de tous les pouvoirs. C'est-à-dire l'État devient source d'exclusivité du droit et l'État est le seul détenteur de la force. Le droit est aussi l'incarnation de la raison. Il révèle, il reflète l'existence de ces valeurs en faisant allusion à plusieurs tendances philosophiques ou des écoles de pensée orientales ou occidentales. Aussi, on assiste à une rupture et crise de la raison juridique, vu l'ordonnancement juridique a subi de redoutables secousses en raison de la prolifération anarchique des règles. Donc, qui a sapé sa cohésion et a perturbé sa structure. En ce qui concerne l'abondance de la règle de droit, l'abondance nous convie l'idée de parler d'une prolifération anarchique, d'une abondance de normes, donc tout ce qui a sapé sa cohésion et a perturbé sa structure. C'est l'une des conséquences. Donc, c'est une abondance de la norme, une inflation normative. Donc, c'est une ordonnance juridique qui a causé, qui a subi des secousses extraordinaires, remarquables, une prolifération anarchique, une abondance normative, une inflation de la norme. Donc, on assiste à une perte de fiabilité, vu qu'il y a des secousses considérables dans la normativité des lois, au niveau de l'ordonnancement juridique. On remarque aussi un reflux de la subjectivité qui a été dénoncé, tout ce qui est subjectif est dénoncé parce qu'il est contre la pensée moderniste, la pensée contre la modernité et contre le positivisme juridique ou contre aussi le structuralisme ou autre école de pensée qui a mis un rang inférieur la subjectivité. Et aussi, on remarque qu'il existe une procédure déductive non rationnelle et qui a considéré l'ordonnancement juridique, l'ordonnancement des règles de droit comme un laboratoire d'expérimentation, c'est-à-dire légiférer, ordonnancer les lois de manière aléatoire. C'est comme il s'agit d'un laboratoire d'expérimentation afférent, inhérent à la règle de droit. Tout ce qui est chaotique, tout ce qui est irrationnel et inadmissible et engendrera une logique floue qui pourrait être durable, une logique floue, inadmissible, durable, témoignant de l'abondance et l'inflation normative. Donc, au niveau de la complexité de
problématiques litigieuses, floues, ambiguës, débattues dans le cadre de la problématique de droit et modernité. On remarque qu'il y a un pluralisme de normes dans les sociétés. Il y a la négociation des normes. Et en négociant les normes dans les sociétés pluralistes, une flexibilité, une souplesse, une adaptabilité des normes débattues dans le cadre des sociétés occidentales ou autres, vu la complexité d'admission ou le processus trop complexe d'admission et d'ordonnancement légal que connaît le pouvoir législatif ou que connaît l'État. Et la question de production de la norme quand le juge statue et exerce ses fonctions, qui sont essentiellement les fonctions de l'État, et jouer le rôle d'un arbitre pour trancher un différend entre un intérêt privé et intérêt privé, ou jouer le rôle d'un arbitre ou exercer l'arbitrage entre un intérêt privé, un intérêt public, intérêt privé, intérêt privé. Donc, on remarque que le droit postmoderne ou la modernité juridique, aussi on assiste à une hypermodernité. On remarque qu'il y a une rationalisation du processus d'adoption des règles de droit ou leur application, et dans le cadre d'un processus judiciaire, c'est-à-dire par les juridictions compétentes ou par le juge, comme Dworkin l'avait dit, et je dois jouer le rôle d'Hercule. Donc, comme résumé de cette illustration des explications des écoles de pensée, on songera à plusieurs branches de droit, que ce soit le droit privé ou le droit public. On essaie de dire que les fondements apodictiques, inadéquats parfois des droits de l'homme, qui cherchent beaucoup les idéaux, puisque l'aspect pragmatique, pratique, selon les approches critiques, se retrouvent dans leur unité métaphysique et rationnelle, c'est-à-dire on cherche plus les idéaux ou les mœurs, ou cherche les droits de l'homme dans leur considération humanitaire ou l'humanisme. L'idée de justice aussi existe dans l'homme en tant qu'elle est une vertu. Le positivisme juridique ou la pensée occidentale ou orientale essaye, dans les courants les plus modernistes, de supprimer les approches réduisantes ou les approches réductrices de l'humain à son aspect empirique pour retrouver la signification des droits fondamentaux réels, tangibles, palpables, c'est-à-dire jouir de ces droits dans le droit moderne, postmoderne, les notions philosophiques les plus prometteuses qui veillent au respect des droits de l'homme et le concevoir de manière juste et solide, et effective et efficace. Dans une nature humaine postmoderne où sa dimension métaphysique est reconnue, c'est-à-dire l'aspect humain, les mœurs, les valeurs, la vertu. Il faut reconnaître l'unité ontologique de la personne, de l'individu, les garantir contre les interprétations diverses propres à chaque culture, parce que chaque culture ou chaque droit est conçu dans un contexte civilisationnel, culturel très particulier. Donc, il faut considérer et prendre en compte l'unité ontologique de la personne et garantir ses droits contre les interprétations diverses propres à chaque culture, en recourant à l'individu pour définir la personne. Donc, il faut recourir à l'individu en reconnaissant son unité ontologique
afin de parvenir à définir la personne. L'universalité des droits de la personne peut être garantie seulement par la nature universelle de l'être humain. C'est seulement en retrouvant l'homme universel comme archetype, en English, archétype idéal, que l'on peut y parvenir. La raison universelle en tant que principe transcendantal de la nature humaine nous permet de saisir la dimension universelle de la nature humaine et de surmonter les contingences de l'existence pour fonder les droits fondamentaux tangibles comme certitude. Dans tout cas, on s'arrête à ce niveau. J'espère que j'étais très bref en expliquant quelques tendances ou quelques attraits d'une philosophie ou d'un courant philosophique. J'espère que j'ai respecté la complétude ou la totalité des thèmes débattus dans le cadre de notre problématique, la modernité juridique ou droit et modernité. Je vous laisse la parole si vous voulez faire le commentaire ou poser des questions selon votre convenance. Merci très bien. Ça va? Ça va ou non? Oui, monsieur, oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci très bien. Quelles sont vos impressions? Avez-vous quelque chose que vous voulez m'expliquer ou de me Non, demander des clarifications? tout est clair. Merci beaucoup, monsieur. Merci, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de Merci, vous monsieur. écouter, de savoir vos préoccupations. Avez-vous des, des questions lancinantes pour vous sur le plan théorique, cognitif, philosophique ou des questions pratiques, notamment la modernité, les incertitudes du Covid, le droit de la santé, le droit à la précaution pour ne pas générer des dommages catastrophiques, non négligeables pour les hôpitaux et pour l'État et pour les citoyens tout d'abord, parce qu'il va risquer sa vie. Au stade de Sam, hein, avez-vous quelque chose? Non, monsieur, ça va. Ça va? Merci, oui, c'était très clair. Merci très bien. Il ne reste que M. Abdou Hamani. Abdou Hamani. Donc, si vous êtes satisfait, on va lever la séance, terminée. J'espère on pourra continuer la discussion, si vous voulez, après dans le cours. Si vous êtes satisfait, on pourra terminer la séance. J'attends vos remarques, sinon je vous dis au revoir. Oui, merci beaucoup, tout à fait, tout est clair. Merci très bien. D'accord, on continuera notre discussion sur ce thème la prochaine séance dans le cours. D'accord? Je suis très Ok. attentif et je porte une très grande attention à vos remarques subtiles et plausibles. Merci très bien. Au revoir. Ok, Merci merci beaucoup, beaucoup. monsieur. OK.